Tes recettes sont démodées, maman. La phrase a flotté dans l'air, aussi légère et dévastatrice qu'une cendre incandescente. Elle s'est posée sur le silence, qui suivait le bruit des fourchettes contre la porcelaine. Hélène, ma belle-fille, l'avait prononcée avec un petit sourire qui se voulait indulgent, comme si elle me faisait une faveur en étant honnête. Mon fils, Marc, a baissé les yeux sur son assiette, un geste lâche que je connaissais trop bien. C'était sa façon de quitter la pièce sans bouger de sa chaise. J'avais apporté une tarte aux pommes. Pas n'importe laquelle. Celle dont la recette se transmettait dans ma famille depuis 3 générations. La pâte, feuilletée et beurrée, demandait des heures de patience. Les pommes, coupées en lamelles fines comme du papier, macéraient dans la cannelle et une touche de calvados, le secret de ma grand-mère. L'odeur, en cuisant, emplissait la maison d'une promesse de réconfort, de chaleur, de foyer. Mais dans leur cuisine moderne, tout en acier inoxydable et surface blanche immaculée, l'odeur semblait presque incongrue. Un fantôme d'un autre temps. Les gens aujourd'hui, a continué Hélène en repoussant légèrement son assiette, ils veulent des choses plus légères. Moins de beurre. Des saveurs plus surprenantes. Du yuzu, du matcha. Tu comprends. Je comprenais. Je comprenais que ma tarte, le travail de mes mains, l'amour que j'y avais mis, était un anachronisme. Un objet de musée embarrassant posé au milieu de leur vie épurée et efficace. Les enfants, mes petits-enfants, n'avaient même pas touché à leur part. Ils étaient absorbés par les écrans brillants de leur tablette, le pouce glissant frénétiquement sur le verre. Je n'ai rien dit. J'ai hoché la tête, un mouvement lent et mesuré. J'ai senti le poids de mes 70 années s'installer un peu plus lourdement sur mes épaules. Ce n'était pas de la colère. Pas encore. C'était un froid étrange, une clarté soudaine et douloureuse, comme si on venait d'allumer une lumière crue dans une pièce où je vivais dans une semi-obscurité confortable depuis des années. La pièce était mon rôle. Celui de la mère, de la grand-mère. Celle qui nourrit, qui rassemble, qui donne sans compter. Et la lumière crue me montrait que ce rôle était devenu obsolète. Un costume démodé que je continuais de porter par habitude. Le reste du repas s'est déroulé dans un brouillard. Des mots ont été échangés, des projets discutés. Leurs vacances au ski, la nouvelle voiture de Marc, les cours de mandarin du plus jeune. J'étais là, un bibelot sur une étagère, présente mais invisible. Mon silence n'a dérangé personne. Ils y étaient habitués. Quand le moment de partir est arrivé, j'ai commencé à remballer ma tarte. Plus de la moitié restait intacte. « Oh, laisse-la, maman », a dit Marc, enfin sorti de sa torpeur. « On la mangera pour le petit déjeuner. » C'était faux. Je le savais. La tarte finirait à la poubelle dès que ma voiture aurait tourné au coin de la rue. C'était plus simple pour eux que de me la voir emporter, ce qui aurait été un aveu de leur rejet. J'ai insisté doucement. Non, je vais la reprendre. Je la donnerai à Madame Dubois, ma voisine. Elle adore mes pâtisseries. Le mot « adore » était une petite pierre lancée dans leur mare de certitude. Hélène a eu un léger froncement de sourcils. Le trajet du retour a été long. Les phares des autres voitures dessinaient des traînées de lumière sur mon pare-brise. Dans l'habitacle, le parfum de cannelle et de pommes cuites était presque une accusation. Une odeur de foyer dans une voiture qui me ramenait vers une maison vide. Arrivé chez moi, j'ai posé la tarte sur le comptoir de ma propre cuisine. Une cuisine plus petite, plus sombre que la leur, mais où chaque objet avait une histoire. La grande horloge en bois de mon père battait la mesure du temps qui passe, un son lent et régulier qui m'avait toujours apaisé. Ce soir-là, chaque tic-tac semblait marteler le mot « démodé, démodé, démodé ». Je ne me suis pas couchée tout de suite. J'ai préparé une théière de thé noir, fort et sans sucre. Le rituel était ancré en moi. L'eau qui chauffe, la vapeur qui embue la fenêtre, la chaleur de la tasse entre mes mains. Assise dans mon vieux fauteuil en velours usé, j'ai regardé la tarte. Elle était là, preuve tangible de mon inutilité. Un pont que j'essayais de construire vers eux, et qu'ils refusaient de traverser. Ce n'est pas seulement la tarte, bien sûr. C'était bien plus profond. C'étaient les appels manqués, les visites reportées, les conversations où mes opinions étaient poliment ignorées. C'était le sentiment de devenir un devoir, une obligation dans leur agenda surchargé. Une case à cocher, voir maman. La tristesse était une vague immense, mais derrière elle, quelque chose d'autre commençait à poindre. Une chose dure et froide. Pas de la colère. De la résolution.
Je me suis levée. J'ai traversé le couloir jusqu'à mon bureau, une petite pièce remplie de livres et de souvenirs. Au fond d'un tiroir, sous de vieilles factures et des cartes postales, se trouvait la boîte. Une boîte en fer blanc, cabossée et décolorée, qui avait appartenu à ma mère, et avant elle, à sa mère. À l'intérieur, des centaines de fiches cartonnées, jaunies par le temps. L'écriture de ma grand-mère, ronde et appliquée. Celle de ma mère, plus fine et plus pressée. Et la mienne, sur des fiches plus récentes, ajoutant une note, une variation. Gâteau au yaourt de la Libération. Pot-au-feu des jours de neige. Confiture de prunes de l'été 47. Chaque recette était une histoire. Un souvenir. Un fragment de vie. Ce n'était pas juste des listes d'ingrédients. C'étaient des testaments. Des transmissions. L'héritage des femmes de ma famille. Démodé. Le mot résonnait dans le silence de la pièce. Peut-être. Peut-être que le monde n'avait plus le temps pour ces choses-là. Peut-être que le Yuzu avait vraiment gagné la partie. Ou peut-être qu'ils avaient juste oublié. Oublié que la nourriture, ce n'est pas seulement du carburant. C'est de la mémoire. C'est de l'amour rendu visible. Cette nuit-là, une idée a pris racine. Une idée si silencieuse et si simple qu'elle m'a surprise moi-même. Et si je les écrivais? Pas seulement les ingrédients et les étapes, mais les histoires qui allaient avec. L'histoire de la tarte aux pommes que mon grand-père demandait chaque année pour son anniversaire, parce qu'elle lui rappelait le verger de son enfance. L'histoire du ragoût que ma mère préparait quand j'étais malade, dont l'odeur à elle seule semblait me guérir. Ce ne serait pas pour eux. Pas pour Marc et Hélène. Ce serait pour moi. Pour honorer ces femmes avant moi. Pour que leur savoir-faire, leur patience, leur amour ne finissent pas dans une poubelle, comme ma tarte. Le lendemain matin, je ne leur ai pas téléphoné comme je le faisais chaque lundi. J'ai laissé le téléphone silencieux sur sa base. J'ai bu mon thé. Puis je suis sortie et j'ai acheté un grand carnet à la couverture rigide et un stylo à encre qui glissait sur le papier. La première page est restée blanche pendant 1 heure. Puis, j'ai écrit un titre, Les recettes de l'oubli. Non, ce n'était pas juste. Ce n'était pas de l'oubli que je voulais sauver. C'était de la mémoire. J'ai barré le titre et j'ai écrit, Le goût des souvenirs. Et j'ai commencé par la tarte aux pommes. Les semaines qui ont suivi ont pris un nouveau rythme. Le tic-tac de l'horloge ne me semblait plus une condamnation, mais un encouragement. Un métronome pour mon travail. Je me levais tôt. J'écrivais pendant des heures. Je cuisinais. Je testais chaque recette, non pas pour la vérifier, je les connaissais par cœur, mais pour retrouver les gestes, les odeurs, les textures. Le bruit de la cuillère en bois contre la faïence du saladier. La sensation de la pâte qui prend vie sous mes doigts. Je prenais des notes. Ne pas trop travailler la pâte, sinon elle perd son âme. Le secret du bouillon, c'est le temps. Il ne faut jamais le presser. Je me suis souvenu de détails que je pensais avoir perdus. Ma mère chantonnant en épluchant des légumes. Ma grand-mère me laissant tremper mon doigt dans la mousse au chocolat. Ces souvenirs, couchés sur le papier, devenaient réels, vivants. Mon carnet se remplissait d'histoires, de taches de beurre et de farine. Marc a appelé. 1 fois. 2 fois. J'ai laissé le répondeur prendre les messages. Maman, tout va bien? Tu ne nous as pas appelés. On s'inquiète. L'inquiétude. Un mot si facile à prononcer. Mais leur inquiétude n'était pas pour moi. C'était pour eux. J'avais dévié de mon orbite habituelle, et cela créait un déséquilibre dans leur univers. La grand-mère satellite n'était plus à sa place. Le 3e message était d'Hélène. Son ton était plus sec. Marc est très peiné par ton silence, tu sais. Ce n'est pas très gentil de nous faire ça. Surtout après le bon moment que nous avons passé dimanche. Le bon moment. J'ai souri. Un vrai sourire, pour la première fois depuis longtemps. J'ai effacé le message. Je n'ai pas répondu. Mon silence était une réponse en soi. Une frontière que je dessinais enfin autour de moi. Seule ma petite fille, Clara, a eu une approche différente. Elle est venue frapper à ma porte un samedi après-midi, sans prévenir. Elle avait 17 ans, l'âge de tous les possibles et de toutes les révoltes. Elle m'a trouvé dans ma cuisine, les mains couvertes de farine, le carnet ouvert sur la table. Mamie, papa dit que tu es fâchée. J'ai essuyé mes mains sur mon tablier. Je ne suis pas fâchée, ma chérie. Je suis occupée.
Son regard est tombé sur le carnet. Elle s'est approchée, curieuse. Elle a lu une page au hasard. Le pain perdu de l'école buissonnière. Elle a ri. Je ne connaissais pas cette histoire. Il y en a beaucoup que tu ne connais pas, ai-je dit doucement. Elle est restée avec moi tout l'après-midi. Elle ne m'a pas posé de questions sur mes parents. Elle m'a posé des questions sur moi. Sur ma jeunesse. Sur les histoires derrière les recettes. Elle a écouté. Vraiment écouté. À la fin de la journée, elle a regardé les pages et les pages que j'avais écrites. Tu sais, mamie, a-t-elle dit avec le sérieux de son âge. Tu devrais en faire un livre. Un vrai. L'idée m'a semblé absurde. Qui voudrait lire les divagations d'une vieille femme? Les recettes sont peut-être démodées, a-t-elle ajouté, et j'ai su qu'elle avait entendu la conversation de ce fameux dimanche. Mais les histoires, elles, ne le sont jamais. C'est elle qui a tout fait. Elle a tapé mes manuscrits à l'ordinateur. Elle a cherché des petites maisons d'édition sur Internet, celles qui s'intéressaient aux histoires authentiques. Elle a rédigé les lettres de présentation. J'ai continué d'écrire, encouragée par sa foi en moi. J'ai rempli 3 carnets. J'ai vidé la boîte en fer blanc de tous ses secrets. En faisant cela, je me suis sentie plus légère. Chaque histoire écrite était un poids que je déposais. Nous avons reçu des lettres de refus. Beaucoup. Des lettres polies et impersonnelles. Ne correspond pas à notre ligne éditoriale. Je n'étais pas déçue. Le simple fait d'avoir mis de l'ordre dans mes souvenirs était déjà une victoire. Et puis, un jour, un appel. Un jeune éditeur, d'une petite maison parisienne nommée « Les Presses du Temps Retrouvé ». Le nom m'a fait sourire. Il avait lu mon manuscrit. Il était ému. Il voulait me rencontrer. Je suis allée à Paris avec Clara. Le bureau de l'éditeur était petit, encombré de piles de livres, et sentait le papier et le café. Il s'appelait Monsieur Duval. Il avait des yeux vifs et une passion évidente pour son métier. « Votre livre, Madame Dubois, a-t-il commencé, ce n'est pas un livre de cuisine. C'est un livre sur la transmission. Sur l'amour. C'est universel. » Il m'a proposé un contrat. Un petit acte sans grave valoir, rien de mirobolant. Mais la promesse que mon livre existerait. Qu'il serait sur une étagère, dans une librairie. Que les mots de ma mère et de ma grand-mère ne seraient pas perdus. J'ai signé. Ma main ne tremblait pas. Le processus a duré près d'1 an. Relecture, choix de la couverture, mise en page. J'ai choisi une couverture simple, une photo de la boîte en fer blanc, posée sur ma vieille table de cuisine en bois. Je n'ai rien dit à Marc et Hélène. C'était mon jardin secret. Mon projet. Ma renaissance silencieuse. Le jour où j'ai reçu le premier exemplaire, je l'ai tenu dans mes mains comme un nouveau-né. Le goût des souvenirs. Mon nom était imprimé en bas. Hélène Dubois. J'ai pleuré. Des larmes de gratitude, de soulagement. Le livre est sorti discrètement. Pas de grande campagne publicitaire. Juste quelques exemplaires envoyés à des journalistes et des blogueurs littéraires. Et puis, le miracle a eu lieu. Une journaliste d'un grand quotidien national a écrit un article. Un article magnifique, qui parlait de Madeleine de Proust, de trésors de patrimoine intime, de lettres d'amour à nos aïeuls. Les ventes ont commencé à frémir. Puis à décoller. Le bouche à oreille a fait son œuvre. Les gens achetaient mon livre non pas pour trouver des recettes au yuzu, mais pour retrouver un goût d'enfance, une part d'eux-mêmes qu'ils pensaient avoir perdue. Mon téléphone a recommencé à sonner. Mais cette fois, ce n'était pas mon fils. C'était des radios, des magazines. On voulait m'interviewer. On me demandait de participer à des salons du livre. J'ai d'abord refusé. J'étais une femme de l'ombre. Mais Clara m'a convaincue. C'est ton histoire, mamie. Tu dois la raconter. J'ai accepté une seule interview, pour une émission de radio que j'aimais bien. La journaliste avait une voix douce et intelligente. Elle m'a posé des questions sur le livre, sur ma famille. J'ai parlé. J'ai raconté la boîte en fer blanc, les écritures de ma mère et de ma grand-mère. J'ai parlé de l'importance de la transmission. Je n'ai pas mentionné Marc ou Hélène. Je n'ai pas parlé de l'humiliation. Ce n'était pas une vengeance. C'était une affirmation. C'est comme ça qu'ils l'ont appris. Marc a appelé le soir même de la diffusion. Sa voix était étrange, un mélange d'incrédulité et de quelque chose d'autre. De la fierté? De la honte? Maman.
J'ai entendu la radio. Ton livre. C'est vrai? Oui, c'est vrai, ai-je répondu calmement. Silence. Je pouvais presque l'entendre chercher ses mots. Mais, pourquoi tu ne nous as rien dit? Je ne pensais pas que ça vous intéresserait, ai-je dit. La phrase était simple, factuelle. Mais elle portait en elle le poids de toutes les conversations où il ne m'avait pas écouté. Ce sont juste des recettes démodées. Le coup a porté. Je l'ai senti à travers le fil. Un autre silence, plus long cette fois. Maman, Hélène et moi, on voudrait te voir. On peut passer demain? Demain, je ne suis pas disponible. Je signe mon livre dans une librairie. Je crois que c'est à ce moment-là qu'il a compris. Qu'il a compris que le monde avait changé. Que ma vie ne tournait plus autour de leur disponibilité. Ils sont venus à la signature. Je les ai vus au fond de la foule. Ils avaient l'air perdus, mal à l'aise. Hélène tenait un exemplaire de mon livre dans ses mains. Ils ont fait la queue, comme tout le monde. Quand leur tour est arrivé, il y a eu un moment de flottement. Maman, a commencé Marc. On est tellement fiers de toi. J'ai levé les yeux de mon stylo. J'ai regardé mon fils, cet homme que j'avais porté, nourri, aimé plus que tout. J'ai regardé ma belle-fille, qui semblait soudain si jeune et si maladroite. Je n'ai pas vu de fierté dans leurs yeux. J'ai vu de la confusion. J'ai vu le choc de réaliser que leur mère, cette figure familière et prévisible, avait une vie intérieure qu'ils n'avaient jamais soupçonnée. Je peux te le dédicacer? Ai-je demandé à Hélène, en désignant le livre. Elle a hoché la tête, muette. J'ai ouvert le livre à la première page. J'ai écrit, pour Hélène et Marc. Puisse le goût des souvenirs vous rappeler l'essentiel. Je leur ai tendu le livre. C'était un pont, encore une fois. Mais cette fois, il était construit depuis ma rive, selon mes propres plans. C'était à eux de décider s'ils voulaient le traverser. Ils sont partis sans un mot. Le livre est devenu un best-seller. Il a été traduit en plusieurs langues. J'ai reçu des lettres du monde entier. Des femmes qui, comme moi, se sentaient invisibles et qui, en lisant mon histoire, avaient retrouvé la force de faire entendre leur propre voix. Des hommes qui me remerciaient de leur avoir rappelé le goût de la cuisine de leur mère. Je n'ai pas changé de vie. J'habite toujours dans la même maison. La vieille horloge bat toujours la même mesure. Mais le son est différent. Ce n'est plus le temps qui s'enfuit. C'est le temps qui m'appartient. Je continue de cuisiner. Mais je le fais pour moi. Pour le plaisir. Pour l'acte de création. Je reçois des amis, ma voisine Madame Dubois, Clara bien sûr. Ma cuisine est redevenue un lieu de joie et de partage. Marc a appelé, il y a quelques semaines. Il m'a dit qu'il avait essayé la recette de la tarte aux pommes. La vraie. Il a dit qu'il avait raté. Mais que les enfants avaient adoré. Et puis il a ajouté, d'une voix un peu brisée, « Pardonne-moi, maman. Je ne sais pas si notre relation sera un jour ce qu'elle était. Peut-être que c'est une bonne chose. Elle ne peut plus être basée sur l'habitude et le devoir. Si elle doit renaître, ce sera sur de nouvelles bases. Le respect. L'écoute. Ce soir, je suis assise dans mon fauteuil en velours. Une tasse de thé fume à côté de moi. Un nouveau carnet est posé sur mes genoux. Il est encore vide. Je ne sais pas ce que je vais y écrire. Peut-être rien. Peut-être un deuxième livre. L'important, ce n'est pas le résultat. L'important, c'est de savoir que j'ai une voix. Et que cette voix, aussi démodée soit-elle, mérite d'être entendue.